Le site archéologique d'Angkor au Cambodge comporte plus de 200 temples dispersés sur 400 km² de forêt. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, il fut la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 14e siècle. Au nord-ouest du temple montagne d'Angkor Wat, à l'ouest de la ville d'Angkor Thom, une grande étendue d'eau rectangulaire, le Baray occidental. Le Baray, c'est un gigantesque réservoir d'eau de 8 km de long par 2 de large, qui a été construit au début du XIe siècle. Et en son centre a été érigé un sanctuaire qui forme donc une île, qui représente à peu près 1,5 hectare de superficie, dont 1 hectare est constitué du temple qui est autour de nous. Alors cette configuration particulière, elle est liée au fait que ce monument, dont le seul culte qui soit connu aujourd'hui est un culte à Vishnu, avait un lien de fonctionnement avec le Baray très important au niveau notamment des échanges en eau, puisque la majeure partie du monument est constituée elle-même d'un bassin qui fait à peu près 90 mètres de côté et qui est enfermé par un dispositif d'enceinte ponctué par 12 pavillons ou gopuras, à raison de 3 par côté. Au centre du dispositif, on a donc une plateforme qui accueillait le dispositif cultuel du monument. Alors il semble qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y ait eu au moins deux formes de culte, sans qu'on puisse nommer ces deux cultes, sinon, bien évidemment, un culte à Vishnu, puisque c'est au milieu de cette plateforme qu'a été découvert le grand Vishnu en bronze, qui aujourd'hui est exposé au musée national du Cambodge à Phnom Penh. Les premiers dégagements du Mébon occidental sont réalisés dans les années 1920. Le temple se trouve alors en grande partie ruiné et recouvert par la végétation et les alluvions accumulées durant près de 1000 ans. Les structures encore en place laissent apparaître un décor et des bas-reliefs du style du Bapwan. Ces bas-reliefs permettent, en l'absence de texte évoquant la fondation, d'estimer la construction du temple à la seconde moitié du XIe siècle. Le Mébon occidental sombrait doucement dans l'histoire, et puis un événement survint. Dans Chronique de l'année 1936, Cambodge, Mébon occidental, bulletin de l'école française d'Extrême-Orient, il est écrit « Mébon occidental, au début de l'année, des indigènes qui faisaient des fouilles pour recueillir de l'or à proximité de ce monument apportèrent au conservateur un naga et une main de bronze. Cette dernière mesurait 33 cm de longueur et par conséquent provenait d'une statue nettement plus grande que la taille humaine. Des recherches furent entreprises à l'endroit où cette main avait été déterrée pour essayer de trouver le corps de la statue. En vain. Ce chantier de fouilles fut abandonné. Au mois de décembre, un Cambodgien, ayant fait un rêve où le Bouddha, prétendait-il, lui avait indiqué l'emplacement d'une statue enterrée depuis longtemps, découvrit à cet endroit même une tête colossale en bronze qui gisait à plus d'1 mètre de profondeur sous le niveau du terre-plein central du temple. Les conservateurs se rendirent sur place. Des fouilles révélèrent un Vishnu couché dont la longueur totale aurait été de plus de 4 mètres.
Aucune sculpture en bronze de cette taille ne fut découverte au Cambodge jusque-là. Mais que faisaient ces archéologues français au Cambodge? Ils étaient conservateurs d'Angkor pour l'EFEO, École française d'Extrême-Orient, créée à la fin du XIXe siècle. Au Cambodge, protectorat français à l'époque, l'EFEO est principalement chargé de l'étude et de la restauration des temples, dont ceux d'Angkor. En ce début de XXe siècle, les chercheurs de l'EFEO sont des scientifiques, des artistes, mais aussi des explorateurs. Leur terrain d'investigation est une jungle parfois hostile, qui recouvre un trésor archéologique qui se révèle petit à petit. Beaucoup y périront de morts violentes ou de maladies tropicales, mais leur combat révèle au monde la grandeur de la civilisation khmer du VIe au XVe siècle. Ils s'appelaient Comaï, Parmentier, Marshall, Trouvé, Glaise. Au Mébone occidental, le conservateur Maurice Glaise ne peut que remarquer l'état de ruine préoccupant du temple. Dans les années 1940, par manque de moyens, Glaise ne restaurera que 2 des tours de la face est du temple, celle où il restait le plus de pierres d'origine et une partie de l'enceinte entre ces 2 tours. Il n'intervint pas sur les gradins et consolida simplement les fondations des tours par une légère chape de ciment. Le va-et-vient des pluies, de la mousson et des saisons sèches reprirent leur lente mais efficace rôle de destruction. 60 ans plus tard, ces restaurations et surtout le reste du temple se ruinaient de plus en plus. Pour sauvegarder le Mébone occidental, l'EFEO propose un projet de restauration du temple. Mais du fait de sa situation au milieu des eaux, cette restauration s'annonce très compliquée. Très compliquée du fait du site, c'est-à-dire que l'hydraulique qui pose une problématique pour la conservation du monument. Si le monument s'est effondré, c'est parce qu'il avait les pieds dans l'eau et que les structures initiales n'étaient pas conçues pour être durables 1000 ans avec l'eau aux pieds. Surtout qu'une fois le barail occidental a séché, on ne sait pas très bien quand, au XVIe siècle, les Français l'ont remis en eau dans les années d'avant-guerre, avec ce phénomène d'inondation et d'exondation annuelle. On ne sait pas s'il existait à l'époque khmer, mais enfin, toujours est-il qu'il a été extrêmement nocif à la stabilité du monument, parce qu'on avait en permanence, chaque année, de l'eau qui rentrait à l'intérieur du bassin par les remblais, et ensuite qui sortait du bassin central quand le barail se vidait. Donc tous ces mouvements dans ces remblais sableux ont été très très défavorables à la stabilité du monument. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que finalement, ça avait beau être un petit monument, mais c'était un monument qui était très très complexe. En 2011, l'architecte archéologue Pascal Royer de l'EFEO, après avoir terminé la restauration de l'immense temple-montagne du Bakwang, qui a duré 16 ans, se lance dans un nouveau défi, la restauration du Mébone occidental, avec l'aide du ministère français des Affaires étrangères, celui de la Culture, et le gouvernement cambodgien avec l'autorité nationale Apsara. Du point de vue archéologique, c'est un objet très très intéressant, un ensemble très très intéressant qui est implanté sur une région d'Angkor qui est très très riche en éléments archéologiques pré-angkoriens, d'une part. C'est également un ouvrage intéressant par ce jeu entre le minéral, la pierre et l'eau, qui est permanent en Angkor et qui ici avait certainement un fonctionnement très particulier. Et c'est un endroit très sensible aussi parce que c'est un ouvrage unique, dont la configuration est vraiment unique et qui était en passe de disparaître, d'où ce programme de restauration, de recherche archéologique et de formation qui a été mis en place en avril 2012. C'est un projet qui vise à réaliser l'anastylose du temple, à essayer de restaurer ces structures à partir des éléments ruines que l'on découvre aux abords extérieurs du bassin ou à l'intérieur même du bassin. Mais ce projet est très compliqué par le fait que nous sommes dans un milieu donc hydraulique, au milieu d'un lac, et que nous disposons de très très peu de surface pour travailler. En soi, il faut savoir donc que le temple est un bassin délimité par une digue de 90 mètres de côté sur lequel sont construits ce mur d'enceinte et ces pavillons. Et à l'extérieur, immédiatement, on trouve les eaux du barail, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'espace
périphériques ou intérieurs sur lesquels on pourrait disposer des engins, sur lesquels on pourrait mettre en place des ateliers de restauration de la pierre. Pour pouvoir travailler, il faut élargir la partie asséchée de l'île. Une digue de protection est érigée sous la direction du docteur Ang Peu, ingénieur en hydraulique, directeur général de l'autorité nationale Apsara. Le Mébon, c'est une île qui se trouve au milieu de 56 millions de mètres cubes, qui fait quand même, il y a la variation de l'eau autour de 4 mètres en profondeur au milieu de Bahai, sans parler de celui le plus profond de côté sud-ouest. Donc, vous voyez la variation de l'eau, en fait, qui fait varier entre la saison de la pluie. On est obligé de stocker l'eau pour pouvoir irriguer les parcelles agricoles qui se trouvent au sud de cette Bahai. Mais en même temps, comme notre sentier de restauration, on ne peut pas non plus travailler 3 mois, 6 mois. Donc l'idée des projets, c'est comment on peut assurer le sentier en permanent 12 mois sur 12 mois, où laquelle nous sommes, c'est exactement la nouvelle digue, que c'est un digue qui joue le rôle très important pour assurer en même temps alimentation en eau pour irrigation pour la population locale et aussi assurer notre sentier qui peut continuer toute l'année. Une fois le sentier est fait, parce qu'il n'y a pas raison on garde cette digue-là. Sinon, ça perd les valeurs des tombes. Parce que les tombes, ils ne sont pas construits avec les digues de protection. Ils sont construits pour être visibles et tout seuls dans l'ampleur immense de Bahai. Donc, on va enlever cette digue-là pour garder le même niveau, le sol, comme dans l'ancien temps. Afin de pouvoir déterminer la stratégie à adopter pour la restauration du monument, des études archéologiques et géotechniques sont menées en 2012 et 2013. On a organisé plusieurs campagnes de fouilles. D'abord, il y en a une première campagne qui s'est déroulée en amont de la construction de la digue, à partir d'avril 2012, qui visait à fouiller le long du tracé de la digue de protection pour être sûr qu'on ne construisait pas la digue sur des structures archéologiques enterrées de véritable importance. On a réalisé au total 120 mètres de linéaire de tranchées archéologiques et on a trouvé un seul tesson, c'est-à-dire rien. Parce qu'en fait, on a simplement fouillé dans des sédiments du fond du Bahai. Je pense qu'on n'a pas atteint le fond original du Bahai. Et donc, on n'a trouvé aucun matériel archéologique, pas la moindre trace de structure. Et ensuite, on a fouillé ici, le long de la digue, c'est-à-dire sur la digue qui supporte le mur d'enceinte du Mébon et ses pavillons. Et là, c'était une fouille qui a concerné les 4 façades du temple et qui avait pour objectif, d'une part, de comprendre la structure, les modes de construction de l'édifice, en vue de comprendre quelles sont les causes de sa déformation, les causes de son effondrement, et en même temps d'étudier le sol, le sous-sol, de façon à définir, à partir de sa granulométrie, quels étaient les procédés qu'on pouvait utiliser pour pouvoir redresser l'ensemble et lui assurer une stabilité sur le long terme. Les équipes procèdent alors à un débroussaillement, à une étude complète du monument et à un relevé des structures en place. En parallèle, des mesures préventives d'urgence sont prises. Par exemple, les éléments architecturaux remontés par Maurice Glaise dans les années 40 sont entièrement étayés de façon à prévenir tout risque d'effondrement. Dominique Tolon, sculpteur sur pierre, a travaillé à la restauration du Bapouane. Après le Bapouane, qui était un temple montagne, on travaillait en bosse, si vous voulez. Ici, c'est un temple bassin. Et on travaille en creux. Au départ, par exemple, la végétation que vous voyez dans le bassin était au niveau de la voie interne qui rejoint le sanctuaire principal. Et tout le tour était une véritable forêt vierge qu'il a fallu dégager à la hache, au coupe-coupe, même de temps en temps la tronçonneuse quand c'était trop important. Et on a mis plusieurs mois, vraiment plusieurs mois, à dégager que le pourtour du bassin. C'était très très difficile parce que c'était pratiquement impénétrable. Pour faire les fouilles de la base des gradins, il s'est posé le problème d'évacuation d'eau
qui étaient dans le bassin. Alors on a fait un système de pompes, il y en a encore deux qui sont encore en fonction là, et il a fallu sortir des milliers de mètres cubes d'eau, et qui remontent par infiltration. C'est vraiment la difficulté de ce chantier. Une fois les fouilles préalables faites et la digue érigée, Pascal Royer lance l'anastylose du temple en commençant par déposer des pierres de l'enceinte et des 3 tours de la face est, dont les 2 restaurées par Maurice Glaise dans les années 1940. Pour travailler sur le chantier, Pascal Royer recrute près d'une centaine d'ouvriers, dont beaucoup l'ont accompagné durant de longues années pour sauver le Backwon de la ruine. Parmi eux, M. Yengte, l'un des rares à avoir survécu au Khmer Rouge et qui travaillait déjà à l'EFEO au début des années 1970. Pascal ក៏ទៅចូលមកដើម្បីកសាងប្រាសាទបាពួនហើយដល់ពេលនេះទៅ Pascal នេះគាត់អត់មានរែងនេះបច្ចេកទេសខាងរាវរោថ្មឡើយគាត់សូមបកជេដកខ្ញុំឲ្យមកនៅឈរនៅលើប្រាសាទបាពួននៅជាមួយគ្រូជេខ្ញុំបានធ្វើការធ្វើតែថ្មីក្នុងសង្គ្រាមនោះ1972 73បានរោធ្វើនោះទៅបានជាខ្ញុំយកឲ្យមេរៀនអស់ទាំងនោះដែលគាត់បាននេះមកបានចេះរាវរោថ្មក្នុងការងារគឺមកចាត់ក្នុងការធ្វើការងារគឺឲ្យជួយណែនាំវិញថាក្រោយគេឲ្យឲ្យបានចេះឲ្យបានចេះបន្តទៀតថាអត់គឺចាស់ទៅមានតែក្មេងបន្តទៅទៀត Il y avait au Bapon des équipes totalement expérimentées. Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans les équipes cambodgiennes, je veux dire, tous les professionnels avaient été éliminés pendant la période Khmer Rouge, donc il a fallu remonter, refaire la formation, remettre au point les méthodologies. Le plus grand nombre des ouvriers du Mébon sont originaires et habitent les villages ruraux de la région du Barré occidental. Chin Sopal, jeune chef de chantier, est marié et a 3 enfants.ធ្វើពីបលិសទៅខ្ញុំឆ្លាញ់ការងារកសាងប្រាសាទខ្ញុំក៏បានឮគេថាមានគម្រោងកសាងប្រាសាទមួយនៅប្រាសាទបាពួនហើយចាប់កសាងនៅឆ្នាំ 1995 ខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏បានមកតាក់ទងហើយដឹងថាអូហ្វីសរបស់ហើយការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទបាពួនហ្នឹងគេមាននៅសាលាបារាំងចុងមកពីប្រទេស ហើយគាត់យកខ្ញុំពេលត្រូវការធ្វើអីជាមួយគាត់ត្រូវការវាស់ត្រូវការឲ្យគូគាត់យកខ្ញុំអមគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចង់បង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេះទាំងអស់ហើយគាត់ឲ្យអនុវត្តតាឲ្យខ្ញុំពេលខ្លះគាត់បដិខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអាចធ្វើបានជូនគាត់ក្រោយមកក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលអាចឲ្យមានឋានៈបានក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំឡើងជាប្រធានក្រុម Ngo Rotingda est secrétaire et traductrice à l'EFEO. Je donne le cours de français au Centre culturel français.
Et Madame Royer, elle travaille là-bas, elle donne le cours aux petits-enfants. Et Pascal, il a accepté comme la comptabilité. Je dis, je n'ai jamais fait la comptabilité. Vous pensez que je peux? Il a dit, si je sais l'addition, la soustraction, ça va. C'est tout. Et comme ça, depuis 1999, je travaille au Bapoun. Et enfin, c'est le Mébon. Mon rôle, d'habitude, c'est l'administration. Je travaille aussi sur le compta. Mais au Mébon, il me demande d'aller au chantier 2 fois par semaine, ou plus si j'ai le temps. Malgré l'état de ruine du temple, le Mébon occidental demeurait un lieu de visite touristique et de pèlerinage religieux. Vous savez, sur cette île-là, il y a la petite communauté, je veux dire les populations locales qui viennent voir des boissons et le petit à quoi manger, parce qu'il y a le touriste qui vient sur cette île-là. Normalement, il peut dire, voilà, c'est le travail Absa. Absa, c'est à vous, vous devez déménager tous ces gens-là. C'est au contraire. Vous pouvez demander les gens qui font la cuisine, ce sont des vendeurs d'ici. Et certains, celui qui travaille les bateaux qui fait transporter les touristes, Pascal a engagé comme le personnel pour pouvoir transporter nos personnels pendant la haute eau. Donc ça veut dire, au lieu de dire, voilà, c'est Absa, c'est vous, vous êtes responsable du site, faites tout ce que vous voulez, moi je veux le sentier libre pour travailler. Non, il a le côté humain de dire, encore une fois, de ramener ces gens-là, vivre avec nos activités, de donner le travail pour faire la cuisine, pour l'équipe, tout ça. En juin 2013, Pascal Royer ressent de vives douleurs dans le dos. Il rentre en France pour les congés d'été. Les douleurs ne passent pas, des examens approfondis révèlent un cancer. Il ne peut revenir au Cambodge. Marek Bofeist, architecte du patrimoine, titulaire d'un DESS, architecture et archéologie, remplace Pascal Royer sur le chantier. Elle avait collaboré 2 ans avec Pascal sur le chantier du Vapuan. Je suis arrivée sur le chantier il y a 1 mois et demi maintenant, donc je remplace Pascal Royer temporairement. Donc les travaux pour l'instant consistent en le démontage de certaines des tours qui n'avaient jamais été démontées auparavant, donc notamment lors de la période de restauration des années 40. Elles n'avaient pas été démontées. Il y a une partie qui avait été démontée, remontée, mais pas celle-ci. Donc on a un suivi archéologique qui se fait dessus. La prochaine phase va consister en la réalisation d'une zone test de restauration qui se trouve à l'est, au sud-est donc, du temple. Donc on va bientôt commencer à démonter les gradins et ouvrir les remblais pour pouvoir installer le système de consolidation et remonter les différents éléments dessus. Moi, je pense que les premiers rangs n'ont aucun problème. Oui, au Manitou. Avec le Manitou, il n'y a pas de problème. Après, mais après, voilà. Après, il faudra peut-être déjà les savonnages et puis les trois dernières assises, alors là, ça va être la bonne. Sur les faces sud et nord, les tours sont démontées pierre après pierre. Chacune est localisée, dessinée et identifiée par rapport aux autres. Démontée, la tour est montée à blanc aux abords du temple. Elle ne sera remontée à sa place d'origine qu'une fois la digue consolidée.
Cette année, c'était très dur parce que le barrage montait beaucoup plus haut que prévu, dû à des incidents de vannes. On est passé, disons, à 15 cm de la catastrophe. Et là, en ce moment, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a des infiltrations d'eau de partout. Et si nous n'avions pas 6 pompes qui travaillent en permanence, on serait actuellement dans une piscine. On ne peut pas se servir des engins, on ne peut pas installer les grues. C'est dommage, on trouvera peut-être une combine pour mettre les grues un jour, mais pour l'instant, c'est proscrit, c'est pas possible. En décembre 2013, Aurélie Filippetti, ministre français de la Culture, visite le chantier en compagnie des principaux responsables français des ministères des Affaires étrangères et de la Culture. Bonjour. Maintenant, il y a 2 ans maintenant, avec l'autorité Apsara, pour mettre le chantier hors d'eau, parce que sinon l'eau serait... Normalement, le temple est inondé à cette période de l'année et nous, on ne pourrait pas travailler. Donc cette digue a été réalisée il y a 2 ans. L'avantage, c'est que comme c'est, je pense, tombé assez vite, on a beaucoup de pierres qui sont retrouvées dans la terre ou dans l'eau rapidement. Et certaines sculptures sont très très bien conservées. Et donc on retrouve les mêmes petits bas-reliefs qu'on avait auparavant. Donc c'est ce qui nous indique que ce temple doit être à peu près de la même période parce qu'on n'a pas de datation, on n'a pas trouvé de stèle de fondation pour le Mébon. On leur dit qu'on veut restaurer ça tout simplement parce que c'est des ruines à la Hubert Renard et il faut remonter comme on l'a fait pour Napoléon et montrer que la symbolique d'Ancor est là et tout ça. Voilà. Ah mais c'est un endroit magique. Hein. Oui, c'est bien. En France, malgré les soins, Pascal Royer décède à l'âge de 48 ans. Au Cambodge, des cérémonies à sa mémoire sont organisées. Ce début d'année, malheureusement, la famille d'Ancor a été endeuillée par la disparition de nos experts et amis Pascal Royer, le docteur Suzuki et Narita San. Malgré le chagrin que nous ressentons tous, l'exemplarité de leur travail et leur engagement pendant de nombreuses années en faveur de la sauvegarde d'Ancor inspireront pour toujours les travaux de notre comité. L'UNESCO, mais je crois au nom de notre nom à tous, souhaite remercier l'autorité nationale Apsara d'avoir pris l'initiative d'établir une stèle dans le temple du Bapouane pour honorer la mémoire de notre ami Pascal. En souvenir de Pascal Royer, 1965-2014, qui a consacré 18 ans de sa vie pour faire d'une ruine un temple prestigieux. Ses collègues de l'autorité nationale Apsara, ses amis et son équipe cambodgienne du Bapouane. C'est en khmer et en français. Et nous avons tenu ça dans notre mémoire. យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំតំណាងឲ្យកម្មករទាំងអស់គឺខ្ញុំសូមឲ្យជួសមុខគឺខ្ញុំសូមពួកគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងយើងមានតាំងពីសហជីពហើយគាត់ជួយទាំងផ្នែកការងារទាំងអស់សម្រួលឲ្យខាងកម្មករដែលបង្កើតសហជីពមានហើយក៏គាត់ជួយទាំងសម្រួលផ្នែកច្បាប់គាត់សម្រួលមកធ្វើការឬក៏ចេញវិធីការឬកំពុងការងារនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គឺគាត់បានទិញអ៊ីនស៊ឺរ៉ិននឹងជូនទៀតហ៊ានអាកាត់ថាពួកខ្ញុំនឹងប្រឹងយកចិត្តទាំងដាក់កសាងប្រាសាទនេះឲ្យរួចជូនស្នាដៃលោកប៉ាស្កាលបន្តទៅទៀត Malgré la disparition de Pascal Royer, le chantier continue. Maric Beaufest, en congé de maternité, c'est l'architecte Pierre Pichard qui assure l'intérim sur le chantier. Nous sommes maintenant en juin 2014
Et nous avons démarré depuis plusieurs mois la réfection de toute cette face est qui nous a réservé pas mal de surprises parce que quand même, alors que les sondages préliminaires prévoyaient une assise d'argile bien compacte à un niveau intéressant, finalement nous ne l'avons pas trouvé. Nous avons été obligés de creuser beaucoup plus profond dans un sable très meuble et très humide en plus, gorgé d'eau. Et jusqu'au moment où nous avons découvert un dallage de briques qui se trouve au niveau du premier gradin, c'est-à-dire qui a été établi sous l'ensemble du travail et de la digue est. C'est très particulier parce que c'est la première fois vraiment que je vois un dallage de briques sous un monument en pierre chez les Khmers. Généralement, il peut y avoir des assises de latérite sous le grès, c'est même assez fréquent, mais des assises de briques sous la forme d'un dallage, une seule assise bien posée côte à côte, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que c'est la trace d'un aménagement antérieur ou est-ce que c'est le premier essai d'un aménagement de ce monument qui ensuite a été complètement changé pour devenir un monument de pierre? C'est possible également, mais tout ça sont pour l'instant des hypothèses. On est en train de continuer les sondages sous ce dallage et autour du dallage, et j'espère qu'on pourra en dire plus lorsqu'on l'aura étudié sérieusement. Régulièrement, le chantier du Mébone occidental est visité par un groupe d'experts ad hoc, international et indépendant. La superstructure. C'est une réaction qui n'a plus d'importance aujourd'hui. Après la fin de la guerre au Cambodge et les accords de Paris signés en octobre 1991, le site d'Angkor est classé au patrimoine mondial de l'humanité. En 1993, sous l'égide de l'UNESCO, est mis en place un comité international de coordination, CIC, pour la sauvegarde et le développement du site d'Angkor, sous la double présidence du Japon et de la France. 2 fois par an, le CIC se réunit pour décider et être informé des projets scientifiques ou des travaux de développement entrepris sur le site d'Angkor. Il veille à la cohérence des différents projets et définit, lorsque nécessaire, les normes techniques et financières requises. Il appelle l'attention des parties concernées lorsque le besoin s'en fait sentir. Un groupe d'experts ad hoc, international et indépendant, fait le suivi des différents chantiers, dont celui du Mébone occidental. Ce matin de juin 2014, la récente découverte du dallage est au centre des discussions. Ce chantier qu'on a visité déjà à plusieurs reprises, il y a quand même un grand changement important, c'est quand même la découverte de ce pavement. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans la, disons, dans la visite traditionnelle d'un chantier de conservation avec tous les problèmes de stabilité qui se posaient déjà et sur lesquels on a eu des discussions. Là maintenant, on a une découverte importante. Justement, le fait d'ouvrir tout ce remblai ancien et de le remplacer va nous permettre de mesurer l'extension de ce dallage, de savoir s'il est régulier tout autour, s'il est seulement par partie, etc. Et donc de reconsidérer le projet aussi dans le temps et pour le coût. N'est-ce pas? Oui. Quand on lance un chantier, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Par exemple, dans les monuments historiques, on en parlait, derrière un enduit, parfois vous trouvez une porte, mais vous n'avez pas prévu qu'il y avait une porte. Ici, sous les sables, vous venez de découvrir cette nouvelle structure. Alors, comment la préserver, comment l'utiliser ensuite dans les travaux de conservation, tout ça, ce sont des éléments supplémentaires dans la planification de votre projet. Et je crois que notre rôle, c'est, après toute cette discussion, c'est d'abord de reconnaître ces faits, de les porter à l'attention des autorités et de le documenter. Il va y avoir un changement de calendrier, minimum le double, non pas 4 ans mais 8 ans. Oui. Grosso modo, parce qu'en général, ce que vous avez dit, c'est plutôt 8 que 4. Oui, ça... Deuxièmement, que le coût va être révisé. On ne va pas le donner maintenant, mais le coût de la personne va être révisé pour que le financier qui est
le gouvernement français puisse en tenir compte. Oui. Il faut aussi voir l'incidence des travaux hydrauliques. C'est un projet où vraiment les deux problématiques sont complètement imbriquées. Et si on renouvelle des histoires comme l'affaire de l'année dernière avec les vannes bloquées, avec le barrage qui déborde, etc., ça vient encore compliquer le chantier. Donc je pense que l'histoire de la maîtrise du contrôle du niveau hydraulique du barrage, c'est vraiment une des conditions indispensables au bon déroulement du chantier. Le lendemain, Madame Francine d'Orgeval, représentante du ministère français des Affaires étrangères, visite le chantier du Mébone occidental. Outre les retards occasionnés par la découverte du dallage et les problèmes hydrauliques, la disparition de nombreuses pierres de la face ouest du temple pose question. Ici, avec ce qu'on a, on a très peu de chances de pouvoir reconstituer. Personnellement, franchement, je vous dis, la face ouest, pour moi, à moins d'avoir 5 ou 6 ans supplémentaires, peut avoir un budget énorme, c'est pas réalisable de la faire, c'est pas, non, donc de la refaire, non. Trouver une partie des pierres, cher monsieur, il ne faut pas être défaitiste. Je ne suis pas défaitiste du tout, mais je suis réaliste, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans les cailloux, et je me rends compte de l'état. Apparemment, il y en a beaucoup qui ont été emportés entre le 14e et le 20e siècle. Il y a quand même une sorte de doctrine où on essaye de remplacer s'il nous manque des pierres en bas, alors qu'on a déjà les superstructures. Là, on trouve que ça vaut la peine de les remplacer pour pouvoir faire tenir ce qu'il y a au-dessus et de les retailler. Lorsque c'est une brèche dans un mur et qu'on n'a plus le chaperon, on peut montrer que ça a disparu avec le temps, sans forcément tout retrouver. Bien sûr, ils sont obligés de passer par là. Et oui, ça fait partie de l'histoire de Bien sûr, oui. Et puis ça peut aussi faire partie de l'esthétique. Voilà, une ruine, ça peut être aussi joli. Il y a de belles ruines quand même. Il y a de belles ruines. Vous voyez, par exemple, ici, il faudra bien remplacer cette pierre très abîmée puisqu'elle supporte tout le haut. En revanche, si on ne trouve pas les pierres en haut, on laissera comme ça. Les pierres en haut, c'est ça. Oui, là on en a trouvé déjà comme ça. Revenue de son congé maternité, Marieke Bouwfeest prend la succession de Pascal Royer. Pascal a mis au point cette méthodologie, et puis après sa disparition, il fallait continuer le chantier, donc il fallait maintenir les équipes, il fallait trouver quelqu'un à même de faire le relais dans l'encadrement, et c'est vrai que le fait d'avoir Marie qui, elle, avait quand même suivi les dernières années du BAPON a été précieux, et le fait qu'elle était disponible, ou qu'elle ait accepté d'être disponible, a fait qu'il y a pu y avoir cette transmission de connaissances entre l'époque de Grolier, du Marseille qui a fait le pont sur les 20 ans et qui est revenu après, alors qu'il était déjà âgé, mais arrivé à faire la soudure avec Pascal. Marie qui est arrivée les dernières années du chantier du Bapon. Bon, et donc on a une chaîne de connaissances et de transmission de connaissances qui se fait à travers l'encadrement du chantier, mais également aussi à travers les équipes d'ouvriers. Alors qu'au contraire, la période Khmer Rouge avait complètement coupé la continuité dans les équipes d'ouvriers du chantier. Pas facile, ça l'est plus que si j'étais une parfaite inconnue, parce que les ouvriers me connaissent, que j'avais déjà travaillé au Bapon, que j'ai déjà remplacé Pascal l'année dernière quand il avait appris sa maladie. Les ouvriers savent que Pascal me faisait confiance, donc avec les ouvriers, il y a une certaine confiance. Après, dans la hiérarchie, il y a certains rapports de force qui sont inévitables avec les têtes fortes du chantier, mais bon, je fais ma place, je fais mon trou et voilà. Mais avec les ouvriers, il n'y a aucun problème, ils me font confiance. Malgré les difficultés du terrain, avec la mise en place d'engins de chantier tels la Grande Grue, les travaux avancent à un bon rythme. Sur la partie sud de la face est, le dallage pré-angkorien, après étude et documentation, a été conservé et sur une zone test, une partie des gradins a été remontée. La partie nord de la face est est en cours de démontage. Les archéologues scrutent la moindre partielle de l'édifice.
Les gradins du côté nord sont désherbés afin que les dessinateurs topographes prennent toutes les mesures avant démontage. Le chantier du Mébonne occidental est le lieu idéal pour former des professionnels du patrimoine. L'année dernière, on avait 5 tranchées à la suite qui nous permettaient comme ça de conserver des coupes sur la structure d'origine. L'école du patrimoine, jumelée à l'école de Chaillot, a été créée en 1999. Elle forme des étudiants venant du Cambodge, mais aussi du Vietnam et du Laos. En 15 ans, l'école du patrimoine a formé 65 architectes dont les meilleurs éléments deviennent eux-mêmes des formateurs. Comme chaque année, à la saison sèche, le niveau de l'eau du Barret descend progressivement. Pour accéder au chantier, une partie du trajet se fait en voiture, l'autre en bateau. Sur le chantier, la façade est est complètement démontée. Le dallage de briques est présent sous les gradins sur toute la longueur de la façade. Mais enfin, je suis persuadée maintenant que ça n'a pas été construit au moment de la construction du temple. Il y avait un truc avant, ils l'ont remanié parce qu'il y a des interruptions au niveau des premiers gradins, tu vois. Ils ne passent pas forcément. Il y a quelques petits endroits où ça passe en dessous, mais c'est vraiment pas tout. La partie de la chaussée qui permet de rejoindre l'îlot central du temple a été en partie démontée pour dégager l'ensemble des gradins de la face est. Donc au moment où on a fait cette découpe, on va dire, on a eu la chance de tomber. Il y a eu différentes découvertes qui sont faites à ce moment-là. Donc on a tout d'abord, au niveau des gradins, trouvé des trous de poteaux qui sont donc fichés dans les blocs, qui étaient fichés dans les blocs. Trous de poteaux réguliers qui sont sur l'assise, l'avant-dernière assise du bas. Une hypothèse qui disait que cette chaussée avait été construite après la création du temple a été validée par la découverte de ces trous de poteaux et parallèlement par ces restes de poteaux en bois qui étaient pris dans la chaussée, dans la base de la chaussée. Donc ces restes de poteaux nous indiquent aussi qu'il y avait forcément quelque chose, une chaussée en bois qui était antérieure à la création de cette chaussée en terre parmentée de latérite. Autre découverte lors du démontage de la chaussée, une inscription sur une marche des gradins. C'est un emplacement assez inédit pour une inscription, souvent située sur des parois verticales. Dominique Soutif est en charge de la traduire. Ouais, il faut vraiment la ramener. Lors du démontage, de nombreuses pierres sculptées sont retrouvées à des endroits surprenants. D'où vient-elle? Pas mal, j'ai l'impression qu'il y a une patte de cheval ici, là, une patte de quelque chose. C'est pas trop court. Mais moi j'aurais une patte ici avec un petit sabot, tu vois. Une patte avec un sabot. Ça aussi ça rentre pas là. C'est pas une grande patte d'or. Mais... non, c'est entendu. Ah mais elle est dans l'autre sens la patte avec le sabot. Non mais là je te fais le bloc là où il est. Ouais. Puis là tu auras l'autre patte. Ah d'accord. Bon. Mais non, mais tu vois bien qu'elle n'est pas accrochée au corps la patte, elle est accrochée au corps au-dessus. Bah alors dans ces cas-là, il faut le mettre vertical et c'est plutôt une main. Le problème c'est que le naga, normalement, ça c'est le ventre et ça c'est le haut. Donc le truc il est à l'envers. Ça pourrait être plutôt backend. Ouais, ça pourrait être plutôt backend, donc début dixième. Mais pas deuxième moitié de dixième, parce qu'après ils intègrent. Ils intègrent la bestiole au linteau. Tu vois que quand ils ont construit les bonnes, le Barail et les bonnes, ils ont quand même dézingué 16 km².
d'une zone qui était très largement occupée depuis au moins le 6e siècle, sans compter les périodes préhistoriques, avec une dizaine de sites dans cette région recensés avec des vestiges pré-encore-riens, etc., et qui ont été complètement détruits, et dont on retrouve des morceaux réutilisés là, ils viennent de la démolition de ces structures antérieures. À chaque nouvelle phase du chantier, pour les grandes fêtes religieuses et pour le Nouvel An Khmer qui se déroule en avril, une cérémonie en l'honneur des génies protecteurs du temple, les Neakta, est organisée. Y participent toutes les personnes qui œuvrent à la restauration du Mebon et leurs familles. Des offrandes sont faites aux génies. Une femme, médium, par transe, entre en communication avec lui. Elle annonce à l'Assemblée ce que les uns et les autres doivent faire et offrir pour respecter le génie tutélaire du lieu, afin que tous les travaux se passent sans incident. Ensuite, un grand repas et des jeux sont organisés. La fête se termine par la distribution d'une prime pour la nouvelle année. Les résultats de la zone test étant concluants, les fondations de la face Est sont mises en place selon le protocole retenu par Pascal Royer en collaboration avec l'ingénieur Thierry Dalimier. On avait dans le cahier des charges la possibilité d'utiliser béton, pieux, enfin tout ce qui pouvait à un moment donné générer des efflorescences pour les structures ankoriennes. Et donc je travaille beaucoup en liaison avec un bureau d'études en Belgique qui eux-mêmes on peut consulter, en particulier un ingénieur spécialisé sur le port d'Anvers, qui nous a parlé de cette technique qu'ils ont utilisée pour faire des digues, où en fait on crée des matelas, on utilise une géogrille, on remplit la géogrille avec un sable très très fort compacté, et on empile, comme je dirais une sorte de château de sable, et par-dessus ensuite on met la structure qui... quelques petits mouvements sur les siècles certainement, mais quand même destinés à repartir pour une bonne durée. La géogrille est un matériau en polyéthylène. On fait maintenant des polyéthylènes extrêmement résistants. En train de mettre en œuvre le quatrième matelas de la façade Est. Donc on a ici une longueur d'à peu près 60-70 mètres linéaires de façade en cours de restauration. Donc, le principe, c'est qu'on remonte d'abord l'assise de pierre qui servira de blocage au matelas côté ouest. Et donc ensuite, on vient installer cette géogrille à l'arrière, qui est donc un plastique noir, ces grilles de plastique noir, qui ensuite vont être remplies du sable qu'on a enlevé lors des démontages. Le sable qu'on a conservé. Quand on démonte, on conserve le sable d'origine du monument et on vient le remettre en place dans ces géogrilles qu'ensuite on fermera, et au moment du compactage, la géogrille se mettra en tension. C'est une consolidation des sols qui est très solide et qui permet surtout d'être réalisée en milieu hydraulique. Puisque plus tard, le Melbourne sera à nouveau en eau, donc tout sera noyé d'eau une fois par an. En tête de matelas, ce qui est important, c'est qu'on installe un géotextile très épais, qui est une garantie de 120 ans, qui permettra d'éviter tous les flux de sable au travers des maçonneries de grès qui sont à l'avant.
au moment justement où l'eau baisse, où le sable sèche. Donc ce géotextile retiendra les terres à l'intérieur, ces terres qui seront compactées bien sûr hein, par des moyens mécaniques, par des dameuses. Et donc l'interface entre le grès et ces matelas est réalisée par une sorte de caniveau de gravier, de gravillon, qui lui aussi est enfermé dans du géotextile et qui a le gros avantage d'être un matériau qui n'est ni compressible, ni qui ne se dilate pas non plus. Voilà. Le gravier, une fois compacté, parce qu'on le compacte aussi à la baramine, nous permet déjà d'aller beaucoup plus vite que si on installait de la latérite, et ensuite d'avoir une pose de l'assise supérieure qui est beaucoup plus facile, parce que ça permet de caler les blocs en dessous. C'est un matériau qui reste mou, malgré le fait qu'il soit un matériau qui est complètement dur et qui ne change pas de forme avec l'eau du tout, qui n'a pas de dilatation ni de rétractation. Voilà. Régulièrement, des tests de la densité du sable des 9 couches successives des matelas sont réalisés. Sur le chantier, Marieke Beaufeest accueille Simon Leux, architecte d'opération qui la secondera. Et puis l'appel était venu à la saison sèche, je suppose, ouais, par voie de terre. On ne peut pas l'embarquer. Non, là on peut pas. L'inventaire des pierres sur les champs de dépose permet de savoir exactement le nombre de pierres d'origine présentes et leur état de conservation. Une étudiante en architecture participe au relevé des pierres existantes. Au bureau de l'EFEO à Siem Reap, les dessinateurs reprennent toutes les données. Ça, c'est l'unité de coupe-matelas dans la zone test. Sur une partie du mur de la face est, en jaune, orange et rouge les pierres présentes, en bleu et vert les pierres neuves. À partir de ces relevés, Marieke Beaufeest prévoit l'état de restauration des 4 faces du temple. Elle estime ce que l'on pourra remonter, le nombre de pierres anciennes à réparer ou à remplacer par des blocs de grès neufs. Les gradins de la face est sont en fin de remontage. Sur les faces nord et sud, ils sont démontés par tranchées de 10 mètres pour permettre les fouilles archéologiques. Accompagné de l'ambassadeur de France Jean-Claude Poinbeuf, Khnum Sakona, la ministre de la Culture et des Beaux-Arts du Royaume du Cambodge, visite le chantier. On avait démonté les tours remontées dans les années 40, sous lesquelles on avait d'ailleurs trouvé une petite semelle en béton. Et ensuite, on a démonté les gradins. Pourquoi il y a semelle en béton? Glaise avait fait une semelle en béton pour essayer de tenir un peu sa tour, qui, comme ça n'avait pas marché parce qu'elle s'était cassée et tout tombait pour avoir une assise plane en fait. Et nous, aujourd'hui, on va remettre du béton aussi pour avoir les fondations sur une fondation solide en fait. Oui, mais attendez, je ne comprends pas. Oui. Quand on a fait le temple, il n'y a pas de béton à ce époque-là. Non, à l'époque encore, il y a. Oui, mais comment il a fait pour que ce ne soit pas de béton et il peut tenir? On n'est pas se poser des questions. Mais ça ne tenait pas, c'est pour ça qu'il a dû réparer. Non, non. Ah, si. Ah, si. Attendez, je vais vous montrer des photos qui sont assez parlantes. Parce que les artisans n'avaient pas bien travaillé. Je vais poser ça là. Donc l'objectif, c'est de reconstruire tous les gradins et après de restaurer le temple au milieu, non? Les gradins là sont terminés sur la façade est, c'est ceci. Oui, et là, ça. on attaque en fait les tours. On va remettre les tours et les murs là en haut. Ok, oui. Et là, on a commencé à remonter les gradins au nord et au sud. Vous voyez, là-bas, on est au 5e gradin. Oui. On va remonter la même hauteur. Oui. En même temps, on va aller démonter l'ouest là cette année. Là-bas, on va tout démonter. On va attaquer ça la semaine prochaine. Oui. Et pour atteindre le même niveau partout. Et dessus, il y aura toutes les tours. C'est l'image que vous aviez en fin de. C'est voilà. L'artiste. Tous les tours là? On aura normalement ça à la Et fin. ça, les tours, vous les remontez en même temps que les... Vous avez reconstruit le tour? Enfin, oui, les tours est en même temps que les gradins nord et sud. Parce que, au milieu, il y a de l'eau aussi là, c'est ça? Oui, le bassin sera remis en eau, tout sera remis en eau. Et on a de quoi refaire toutes les tours. On va avoir des pierres neuves, mais les tours, elles sont assez complètes, hein. Enfin, notamment à l'est, nord et sud.
À l'ouest, on va avoir beaucoup de rajouts, mais pour avoir une lecture quand même correcte du monument. Là, il y a combien de personnes qui travaillent sur un chantier? On est à 127 ouvriers maintenant. Oh, tous les jours, ils viennent ici, là? Oui, oui, oui. Enfin, 127 ouvriers, ils viennent directement du Ils ont la technique. Ah, ils ont la technique, ils maîtrisent, et en plus, c'est des choses qu'ils aiment parce que c'est des choses où il y a souvent des pierres sculptées à refaire, des choses comme ça. Ah, Ils ok. aiment, parce que là, ça fait 4 ans, ils n'en peuvent plus de faire des Oui, c'est gradins. un peu là. frustrant, là. Voilà, les tailleurs de pierre, on a commencé à mettre la base de la tour centrale et ils commencent à On a changé l'idée un petit peu, là. Dominique Tolon à la retraite, Marc Griot lui succède comme conducteur des travaux. Les blocs de grès trop abîmés qu'il faut remplacer proviennent de carrières proches de celles utilisées au XIe siècle à une cinquantaine de kilomètres du Mébone occidental. À l'époque, on pense qu'elles étaient transportées par radeaux et éléphants. Aujourd'hui, elles arrivent à côté du Bapouane où elles sont sciées. Du Bapouane, les blocs de grès sont transportés par camion, puis bateau, sur l'île du Mébone occidental, où chacune est sculptée aux dimensions selon son futur emplacement. Avec le temps, les pierres nouvelles vont se patiner par contact de l'eau. Le fer contenu dans le grès va s'oxyder et migrer en surface. Avant de remonter tours et murs, une dalle en béton est coulée, recouverte de PVC afin d'éviter les migrations de sel entre le béton et la pierre. Afin de retrouver leur place sur le temple, beaucoup de pierres d'origine qui ont subi près de 10 siècles d'érosion doivent être restaurées. Ce travail méticuleux s'effectue aux abords du monument. Il se fait en collaboration avec l'équipe du German Apsara Conservation Project, sous la direction de Hans Leisen et d'Esther van Pew Leisen. Les pierres sont d'abord nettoyées. Les pierres cassées sont consolidées et recollées. Mag je eraan. Zo, goed komen. Restaurées, les pierres sont remontées à leur place d'origine sur le temple. En ce mois de janvier 2017, Francine Dorgeval et Pierre-André Lablaude visitent le chantier. Francine Dorgeval s'inquiète de la durée de la restauration. Il y aura les calages, je vous dirai, mais je vous disais déjà, j'attends 6 mois. Et dans 6 mois, pas avant 6 mois. Non.
ces chantiers au Cambodge, c'est quelque chose d'assez atypique. C'est une espèce d'exception, d'exception qui a toujours été entretenue, et ça je crois qu'il faut absolument lui en savoir gré, par Francine d'Orgeval. C'est elle qui suit ce dossier depuis 1990 pratiquement, et elle a toujours su convaincre ses directeurs successifs de l'importance, du caractère exceptionnel du site d'Angkor, de ce qui s'était passé au Cambodge, etc. Et elle a toujours entretenu la flamme. Mais c'est vrai que pour entretenir la flamme, c'était peut-être difficile pour elle de dire ça va durer 10 ans. Parce que si elle avait dit ça d'emblée, on lui aurait dit écoutez, on arrête. Donc il y a toujours un peu cette tension où vous avez un ministère des Affaires étrangères où il y a des gens qui sont très motivés par la culture, par l'archéologie, et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui ont un budget qui disent mais arrêtez, faut pas rêver, on n'a plus de quoi se payer ça. Bon. Donc il y a déjà cette ambiguïté de départ. Il y a ensuite effectivement que c'est des chantiers qui sont assez compliqués. C'est à la fois du monumental et de l'archéologie, c'est-à-dire qu'il y a une part d'imprécision aussi qui est plus grande que dans un chantier européen. Quand vous faites une couverture au château de Versailles, vous savez ce que c'est, vous savez combien il y a de mètres carrés, vous pouvez vous engager sur un coup, vous pouvez vous engager sur un délai. Là, il y a effectivement une proportion d'inconnus qui est plus importante. Le chantier reste ouvert toute l'année, malgré les différences de saison sèche, saison des pluies. Là, en ce moment, on est en saison des pluies, donc il pleut spécifiquement cette année énormément. C'est-à-dire que là, on a le barail qui est monté plus d'un mètre en l'espace de 3 jours. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper. On a des changements de bâches perpétuels. Il y a aussi des tempêtes régulièrement qui nous ont cette année notamment détruit la totalité des échafaudages qu'on venait de remonter sur la façade sud. Voilà, donc c'est des moments un peu pas de désespoir, mais c'est beaucoup de travail qui se retrouve par terre en très peu de temps. Donc on a dû tout recommencer, bien sûr rapidement, parce que forcément c'est toujours en saison des pluies, donc les pluies arrivent régulièrement ou pas d'ailleurs, on ne sait jamais quand ça arrive. On doit bien sûr protéger tous les matelas qui sont en cours de construction parce qu'on ne peut pas se permettre qu'ils soient trop gorgés d'eau. On est obligé de mettre un peu d'eau pour compacter, mais on doit maîtriser l'hygrométrie des matériaux pour pouvoir les compacter correctement et avoir une bonne tenue des restaurations in fine. Est-ce qu'on ne mettrait pas les 2 pompes à l'ouest? On doit aussi pomper toute l'eau qui est dans le bassin, beaucoup de boulot de pompage parce que dans le bassin et à l'extérieur aussi, parce que si les abords du temple sont trop inondés, les engins ne peuvent plus passer. Alors cette année, on a construit entre guillemets, on a installé un matériau à l'ouest qui nous permet quand même de circuler en saison des pluies et même malgré la présence de l'eau, mais on n'a pas pu livrer la totalité du pourtour du temple et on n'a pas non plus les moyens de se le payer. Donc il y a des zones qui sont encore aujourd'hui un peu douteuses où les Manitou risquent de s'enfoncer. Ouais. Donc il faut jouer avec Manitou s'il peut passer là. Mais... On adapte à chaque fois bien sûr les choses en fonction des travaux en cours. Là, on va déplacer une grue prochainement qui nous permettra de faire les remontages de la tour sud plus rapidement, qui permettra au Manitou de se concentrer sur les remontages des gradins et des matelas. Les 3 tours pourront être remontées uniquement par des grues, ce qui est plus simple. Le chantier a pris de l'ampleur, puisque maintenant on travaille sur les 4 façades en même temps, à savoir l'est qui est pratiquement fini et sur lequel on a pu commencer les élévations, le nord et le sud qui ont pu continuer un petit peu, et puis surtout l'ouest, voilà, qui était encore vierge de toute intervention, presque, qui a été démonté entièrement et qui est en cours de remontage.
c'est le moment où il y a le plus de travail, puisque c'est le moment où on court sur 4 façades et que voilà, sans jamais baisser la cadence des travaux déjà entamés. Donc ça devient assez sportif de gérer les 4 façades en même temps, mais c'était l'idée, c'était le projet, et c'est ce qu'on a réussi aussi à amener jusqu'au bout. Remontage donc à des étapes différentes, dans les gradins principalement sur les 3 façades nord-sud-ouest, et puis à l'est, voilà. On voit apparaître enfin ce à quoi doit aboutir le chantier, c'est-à-dire l'élévation du temple d'origine. Puisque tout le monde oubliera le travail de titan qui a été fait sous les élévations. C'est un iceberg, hein, ce chantier, c'est-à-dire qu'on ne voit que la partie émergée, mais le gros du travail, ça aura été un travail de bagnard qui consistait donc à reconstituer une digue, voilà, couche après couche, gradin après gradin, un travail qui sera pratiquement invisible à la suite, en tout cas auquel on ne fera pas attention, et on fera attention qu'à la cerise posée sur le gâteau, ce qui est assez ingrat, mais ce qui fait aussi la beauté de notre travail, c'est qu'il est invisible et humble. Les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui dans les remontages qu'on est en train d'effectuer sur les tours centrales et tours sud, c'est que ces tours avaient déjà été restaurées par Maurice Glaise dans les années 40. Et on a constaté au moment des démontages plusieurs choses. Des démontages qu'on peut aussi appeler des restaurations. Hein. Il y avait plusieurs éléments. Donc on avait d'abord, on a trouvé des pierres qui appartenaient à d'autres parties du temple, hein, à d'autres tours. Donc il y avait eu une cannibalisation des autres éléments du temple. Et aussi beaucoup de ciment qui comblait les lacunes des pierres et qui scellait aussi certaines parties, hein, où des pierres avaient été prolongées en ciment. Ça se faisait beaucoup à l'époque, mais donc nous aujourd'hui on ne peut bien sûr pas refaire ça. Donc on a dû enlever tout le ciment qui était présent sur les blocs qu'on avait, et donc les réparer les pierres avec des greffes de pierres neuves en fait. Ces remontages, ça prend un peu de temps parce que donc les ouvriers commencent par remonter donc les blocs qu'ils ont, hein, voilà, en les calant avec des petits blocs de béton, des petits morceaux de bois. Et ils font un premier remontage, on va dire à blanc, jusqu'au linteau pour vérifier que les niveaux soient corrects. Et ensuite, ils redémontent tout pour insérer des pierres neuves et les agrafes. Hein, les agrafes qui permettent donc d'éviter que les blocs que les maçonneries se disloquent et que les blocs bougent les uns par rapport aux autres, donc, pour avoir une cohésion des maçonneries. Aujourd'hui, donc, sur les tours centrales et sud, on réinstalle, on va dire, les agrafes qu'avait mis Glaise, hein, il en avait mis beaucoup, parce que voilà, il avait bien compris que les sous-sols étaient instables et que tout risquait de bouger. Mais ça avait déjà été prévu aussi au XIe siècle, puisqu'on a des traces de crampons en queue d'aronde. Alors étaient-ils en métal, étaient-ils en pierre? A priori, ils étaient plus en métal, au vu de leur dimension, mais on sait qu'il en existait aussi en pierre, comme on a pu le constater sur d'autres temples. On remonte jusqu'au linteau, ensuite on redémonte tout et ensuite on remonte la base, on scelle les pierres qui constituent la base de la tour et ensuite les élévations peuvent remonter. Donc on insère les pierres neuves aussi à ce moment-là parce que forcément on a quelques lacunes. Les fouilles préliminaires sur l'îlot central du temple, dans le puits carré et dans le puits à pierre rayonnante, où fut trouvé le grand Vishnu couché, n'ont pas permis de retrouver de nouvelles pièces. Par contre, un ensemble de pierres de forme ovale a été mis à jour. Il pourrait être le socle du Vishnu. Autour de l'îlot central, dans le bassin, une multitude de morceaux de grès ont été retrouvés, dont 4 grands tronçons cylindriques évidés en forme de sablier. Certains morceaux s'emboîtent dans les autres par des systèmes de tenons mortaises, dont les surfaces ont été très finement arasées. Le grès de ces morceaux est de type triasique, réservé à la statuaire. Les surfaces extérieures sont grossièrement épanées et devaient être recouvertes. Les analyses de Christian Fischer, géologue à l'Université de Californie, ont permis de découvrir des traces de métal, du plomb et de l'étain, mais aussi de l'or.
Des traces de coups sont visibles sur les pierres. Cette supposée sculpture fut sans doute brisée et jetée dans le bassin du Mébone. On n'a pas d'exemple comme ça ailleurs. Mais bon, de toute manière, le Mébone, c'est quand même un monument assez unique. Hein. Alors, ces temples construits au milieu du bassin, il y en a d'autres exemples. Mais chacun d'ailleurs est assez différent de l'un de l'autre. Et donc chacun est un cas un peu unique. C'est passionnant d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. D'autant plus que c'est quand même un élément qu'on retrouve à l'emplacement où on connaît ce gigantesque Vishnu de bronze. Alors est-ce que ces deux éléments étaient synchrones? Ou est-ce qu'au contraire, le Vishnu est une modification tardive, est une modification d'un premier schéma, d'un premier temple d'origine qui aurait été modifié avec... Tout ça, c'est des questions historiques assez complexes et dont on peut espérer justement que la restauration, les travaux de restauration et les recherches associées à ça permettront de résoudre et d'apporter une épaisseur chronologique dont on ne se doutait pas au début. Au printemps 2018, la restauration du temple a bien progressé sur les 4 faces. Au nord et au sud, 6 assises sont remontées avec les matelas qui correspondent. Sur la face nord, une 7e assise est en remontage. Sur la face ouest, 5 assises sont remontées. Sur la face est, la tour centrale est achevée et le remontage de la tour nord est en cours. Bien qu'elle était plus écroulée que les deux autres, son remontage est plus simple que pour la tour centrale et la tour sud, puisque on a les blocs d'origine et on les remet en place. On a plus de blocs neufs, forcément aussi, puisque tout était effondré, donc certains blocs étaient trop détériorés pour être mis en place. Mais les blocs qu'on a s'ajustent parfaitement et le remontage est presque plus simple. Parallèlement, la tour sud est pratiquement terminée. Il ne reste que quelques blocs à poser au sommet. Les murs sont aussi en cours de remontage. Les 2 portions qui sont situées entre les tours sont quasiment terminées. On est en train de poser la dernière assise qui est le chapelet. On refait les décors quand on les connaît, hein, quand c'est un décor qui doit se poursuivre, on le refait. Alors ça, c'est un choix architectural qui est issu directement, on va dire, du Bapone. On est un peu dans le même contexte, hein, de beaucoup de lacunes. On sait qu'on aura dans d'autres parties du temple beaucoup de pierres neuves, et donc si on les traite très différemment des pierres anciennes, ça va perturber la lecture générale du monument. Donc on a gardé la même ligne de choix de restauration que celle qui avait été établie au Bapone. La tour centrale a été terminée le mois dernier. Hein. On a fini les sculptures, la patine aussi, ainsi que l'installation des différents antéfixes et décors qu'on a choisis finalement, parce que certains avaient été remis en place par Maurice Glaise, mais on n'en était pas certains. Donc on a fait tout un travail d'analogie avec les autres monuments aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on mettait à quel endroit allaient les nagas, les ascètes. Donc elle est maintenant visible dans son état de restitution finale. La facette a servi de test, on va dire, de mise en place, d'affinage de tous les détails. Après, les principes avaient été définis dans le protocole de restauration dès le départ. On a mis au point toutes les compositions des mortiers, tous les détails, les habillages de PVC pour éviter les remontées capillaires, etc. Donc tout ça, maintenant, c'est a priori réglé. Il n'y a plus qu'à appliquer la même chose. Bon, il y aura forcément toujours des choses à adapter, hein, mais le gros des problèmes est résolu aussi là-dessus. Mais normalement, maintenant, ça devrait rouler. Au printemps 2018, Pierre-André Lablaude, dont l'expertise a largement contribué à la restauration du Mébone, décède subitement chez lui à Versailles. Le transfert de compétences prévu au départ dans le projet FSP, puis FSPI, s'effectue fin 2018. La responsabilité du chantier est transférée à l'autorité nationale Apsara. En grande majorité, les ouvriers qui ont travaillé sur le Bapone et depuis 2012 sur le Mébone occidental
ont refusé les propositions du contrat de travail de l'autorité nationale Apsara. Ce ne sont pas eux qui achèveront la restauration du temple. Le souhait qu'ils avaient émis à la mort de Pascal Royer de terminer le temple en son honneur ne se réalisera pas. Apsara continue, mais on continue dans le plan qui sont déjà faits ensemble depuis 2012, continue le technique français avec les Cambodgiens, vous voyez. Mais je peux vous assurer que les deux drapeaux qui sont là. Avant 2012, avec Pascal, on a fait monter le projet. On voulait que ce site-là qui soit visité de manière beaucoup plus religieuse par rapport à les autres temples, au milieu de l'eau, avec toutes les relations qu'on a. Et ça, quand on a dit, moi-même avec Pascal et André Lablotte à l'époque, on dit comme ça, on souhaite dans notre rêve la première visite avant le chantier commence, et on voulait avoir ça. Donc il y a toujours l'idée, c'est pour ça, j'ai dit à Marie l'autre jour à FAO que nous, on voulait avoir le document final pour notre projet, qu'est-ce qu'on souhaite et quelles sont les étapes à faire. Mais qui ne peut pas terminer l'année prochaine, ou 2 ans, peut-être un peu plus, 3 ans. On ne sait pas, mais il faut qu'on garde toujours cette idée-là. Le chantier de restauration du Mébone occidental a repris en 2019 sous la direction de l'autorité nationale Apsara et se poursuit depuis.